Pour cette conférence, je suis accompagnée de Charlie Numeau, qui est développeuse front-end chez OnePoint. Et moi, de Céline Méran, qui est designer chez OnePoint aussi. Toutes les deux, ça fait 3 ans qu'on a mis un pied dans l'accessibilité. On n'est pas experte du sujet. Par contre, on a entendu beaucoup de choses et leur contraire au sein de nos différents projets sur ce sujet. Et surtout des choses pour éviter d'en faire. Donc le but de cette conférence, c'est de dédramatiser ensemble l'accessibilité. Et donc, quand on veut faire de l'accessibilité, on entend souvent des comportements assez réfractaires et qui peuvent être conscients, inconscients et devenir un peu de tous les horizons, que ça peut être du métier comme du développement. Et donc, on vous a fait une petite sélection des meilleurs clichés qu'on a pu entendre. Non, mais c'est bon, Céline, les aveugles, ils n'utilisent pas notre appli. Les aveugles, c'est les premières personnes auxquelles on pense, les malvoyants plus largement. C'est pas les seuls. Il y a aussi, on peut avoir des handicaps qui peuvent être intellectuels, moteurs. Globalement, vous enlevez un de vos sens et vous pouvez vous retrouver en situation de handicap. Et puis surtout, on a des handicaps qui sont invisibles. Donc, c'est pas forcément les personnes auxquelles on pense, mais celles-ci ne vont pas forcément revendiquer leur handicap. Et puis, la chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que on crée aujourd'hui les applications qu'on va utiliser demain. Donc, si aujourd'hui vous avez la chance de ne pas être en situation de handicap, il y a de fortes chances que ça vous arrive à un moment donné dans votre vie. Donc pensez-y aussi quand vous développez. Bon, en vrai, Charline, on s'en fiche. Ces personnes-là, c'est pas notre population cible. En fait, déjà, si on prend le cas des applications internes, qui est quand même une grosse partie de ce qu'on produit, les entreprises maintenant sont obligées d'embaucher des personnes en situation de handicap. Donc faire une application accessible, c'est leur fournir un environnement de travail adapté. Et après, le handicap, c'est pas forcément qu'une question de permanent. Ça peut être aussi un handicap temporaire ou situationnel. On vous a mis des exemples là sur la slide. Et ça peut être un bras cassé ou alors je suis dans le métro, je veux écouter une vidéo, j'ai pas mon casque. Et ben les sous-titres, c'est quand même super. Donc l'accessibilité, à un moment, on en a tous besoin. Vous faites su à parler d'accessibilité, Céline, ça coûte beaucoup trop cher. Accessibilité, ça coûte cher, surtout quand on y pense à la fin. Mais finalement, quand on y pense dès le début, si vous le pouvez, ou dès que vous le pouvez, finalement, sur un projet, ça coûte pas si cher, c'est simplement une contrainte à prendre. Je suis designer, je vais avoir une charte graphique à respecter, je vais avoir des lois de design ou des biais cognitifs à comprendre pour faire mes tests utilisateurs. L'accessibilité, c'est ça, c'est un moyen de venir construire vos applications le mieux possible. Non, et puis en vrai, Charline, on ne va pas se mentir, les interfaces accessibles, c'est moche. On veut vraiment surcharger nos interfaces pour ça ? Bah non, déjà souvent on sous-charge le design, on enlève les trucs automatiques, les paillettes et les licornes. Et puis aussi, un des maîtres mots, c'est de fournir une alternative. Donc on a une charte graphique orange, on n'a pas le choix. On peut mettre un toggle pour épurer les contrastes. Et il y a aussi certaines règles d'accessibilité qui sont là pour améliorer l'expérience utilisateur. Si on prend l'exemple de la double navigation, donc un fil d'Ariane, ou alors la tabulation, c'est quand même pratique dans les formulaires pour tout le monde. Donc ces clichés, nous, on ne veut plus les entendre. Maintenant, quand on ne connaît rien à l'accessibilité, par où on commence ? Avec Charline, quand on a créé cette conférence, on a fait un constat, toutes les deux, donc les chiffres sont complètement personnels. Toutes les deux, on estime que 80% de l'accessibilité, ça se réfléchit pendant la phase de conception. Et quand on dit phase de conception, allez pas taper sur vos designers, c'est toute personne dans l'équipe qui est sensibilisée, formée à l'accessibilité, qui peut apporter une réponse ou lever une alerte au besoin. Une fois que vous avez fait la passe sur la phase de conception, nous, on se rend compte que dans les interfaces qui montrent des problèmes d'accessibilité, finalement, ces erreurs, elles sont corrigeables dans le HTML. Et le HTML, c'est très très simple. Les 10% restants ne sont pas forcément faciles à corriger. Par contre, si vous y arrivez, c'est que probablement votre site est déjà conforme RG2A et ensuite que cette conférence aura servi à quelque chose. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, déjà, il y a des checklists qui existent pour le design, pour le développement, qui peuvent vous donner des pistes. Et puis, nous, on s'est aperçu en comparant nos pratiques design dev qu'on avait la même façon de fonctionner, qui suivait un peu l'Atomic Design. Donc l'Atomic Design, c'est un modèle qui a été imaginé par Bradford au moment où la navigation sur mobile, elle
elle est arrivée et qu'il a fallu un peu revoir nos façons de penser et de concevoir les applications. Et donc nous, on va vous montrer comment est-ce qu'on applique ce pattern à l'accessibilité. Donc on commence avec les tokens. Les tokens, c'est les éléments les plus petits que vous allez retrouver sur une interface et qui sont partout, justement. On va retrouver les couleurs, on va retrouver les typographies, les espaces, les bordures, les images, les icônes, les logos. Et vous avez déjà un paquet de choses qui peuvent être évitées en termes d'accessibilité pour faire des erreurs. Ensuite, on a les composants qui sont une association de tokens. Et donc, par exemple, un bouton et ses différents statuts. Et ça va être toute une réflexion des contraintes à prendre en compte en fonction des différents types de handicap. Ensuite, vous avez les patterns. Donc, les patterns, ça va être le regroupement de ces composants génériques. On va commencer à venir mettre de la donnée métier dans cet agglomérat. Vous allez pouvoir ajouter du contexte pour vos utilisateurs et aussi penser à la navigation entre ces différents composants. Et à la fin, on a les templates qui vont intégrer des modèles de base pour uniformiser un peu la structure des pages. Et donc, ça va être par exemple les formulaires ou alors la mise en place de la navigation et au final, tout ce qui va vraiment toucher aux structures. Et pour aller plus loin, vous avez Stéphanie Walter qui a écrit un article sur comment documenter l'accessibilité en phase de design pour toute l'équipe. Et donc, si on va un peu plus dans le détail, par exemple sur les tokens, un élément qui est assez, qui est même un des premiers trucs qu'on commence à regarder, c'est les contrastes de couleurs. Avoir un contraste assez important entre la couleur de sa police et la couleur du background. Déjà, vous avez un exemple ici de contrastes qui sont assez forts et de couleurs. Donc, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser toujours des couleurs assez mornes quand on fait de l'accessibilité. Et ensuite, au niveau des outils, vous avez Color Review, le site, ou alors Contrast chez Figma. Et maintenant, dans les DevTools de Chrome, il y a même les palettes de couleurs qui vous fournissent le ratio et une couleur alternative si vous ne respectez pas les ratios. Les composants, la chose à retenir, c'est que vous ne deviendrez pas expert de l'accessibilité en un jour. Si vous avez la flemme de lire les conditions d'utilisation comme moi, la technique que moi je vous conseille et qu'on a expérimenté avec Charlie, c'est prenez une interface et listez l'ensemble des composants dont vous allez avoir besoin. Une fois que vous avez fait cette liste, concentrez-vous sur les problèmes d'accessibilité liés à ces composants. Et vous avez pour ça Design Pattern Ariad sur le site du W3C qui montre des exemples et qui argumente sur comment mettre en place ces composants pour qu'ils soient accessibles. Ça vous simplifie la vie. Après, vous avez quand même un des gros chantiers de la construction d'un site web, ça va être tout ce qui est parcours utilisateur, que ce soit de manière globale ou alors juste plus centré sur une fonctionnalité. Ça va être l'occasion un peu de tester le parcours en fonction des types de handicap et de détecter et trouver des alternatives aux besoins. Et il y a un parallèle qui est assez intéressant avec la loi de proximité en design qui dit qu'une information doit être à côté de son action. Si on prend l'exemple d'un formulaire, quand on navigue au clavier et qu'on a à la fin champ obligatoire dièse, ça aurait été cool de le savoir avant et donc d'avoir l'information plus haut. La navigation au clavier, c'est un gros sujet aussi quand on commence à mettre les mains dedans. Au début, on met des numéros à chaque fois pour dire ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Non, si vous respectez votre sémantique HTML, vous n'avez pas besoin, ne faites rien, c'est plus sûr. Et si vraiment vous avez besoin de toucher au tab index, la seule chose à retenir, c'est que le -1, ça va inverser la prise de focus. Et le 0, vous allez ajouter un composant qui n'est pas nativement focusable. Vous allez le rajouter dans votre parcours naturel dans la navigation. Donc enfin, sur tout ce qui est structure de la page et organisation, il faut savoir qu'il y a des règles aussi, et c'est surtout des règles qui permettent de contextualiser l'information et de permettre une meilleure navigation pour une meilleure compréhension. Et donc il y a 3 balises qui sont obligatoires avec leur rôle associé, le header, la navigation, pour lequel il en faut 2. Par exemple, ajouter un fil d'Ariane en plus de la navigation globale, et un main. Et après, vous avez le footer qui est optionnel. Donc là, vous avez déjà quelques éléments pour enlever un certain nombre de problématiques. Donc maintenant, si on prend un peu de hauteur et qu'on s'écarte de l'accessibilité.
En continuant à essayer, à regarder ce qui se faisait autour, on a vu que sur tout ce qui était référencement et accessibilité, il y avait quand même des similitudes. Donc par exemple, si on prend tout ce qui est sémantique HTML, utiliser la bonne sémantique, ça va vous permettre d'améliorer votre référencement, mais aussi d'améliorer l'information aux utilisateurs. Par exemple, un lien, pas dans un bouton, ça va permettre d'avoir un meilleur référencement, mais aussi d'informer qu'on change de page. D'avoir des titres de pages différents pour chaque page, ça va vous permettre, pareil, d'avoir un meilleur référencement, puisque dans Google, vous allez pouvoir avoir vos pages qui apparaissent, mais aussi d'informer l'utilisateur que il a changé de page. Et puis après, il y a les alternatives textuelles qui permettent le référencement des images. C'est pas un foutoir à buzzword marketing et autres. Le but, c'est de faire des alternatives qui sont quand même compréhensibles par l'utilisateur et surtout pertinentes. Donc après ce parallèle entre référencement naturel et accessibilité, on a continué et on a découvert HopeQuest. HopeQuest, c'est une démarche qui s'inscrit dans l'assurance qualité web. Son objectif principal, c'est d'améliorer l'expérience de tout utilisateur. Et plus concrètement, ça propose une liste de 240 règles qui vont avoir l'avantage d'être taguées en fonction de la thématique à laquelle elles se raccrochent. Donc on va retrouver l'accessibilité, le référencement naturel. On va avoir l'éco-conception aussi, qui pour l'instant est encore un peu mystique pour nous. Mais on va aussi avoir la phase où les métiers qui vont se raccrocher à ces règles. Donc on va retrouver le design, on va retrouver le développement et aussi la rédaction de contenu éditorial que souvent nous on oublie. Et donc, en fait, cette démarche, elle va être assez intéressante parce qu'elle est vraiment transverse, qu'elle fournit quand même un socle de plein de bonnes pratiques pour optimiser l'expérience utilisateur, ce qu'on recherche, et que ces règles, elles vont vraiment toucher les différents participants à la réalisation d'un site web, que ce soit au moment de la production de contenu, au moment de l'implémentation et éventuellement du service après qui est fourni. Et donc, on vous invite à vous rapprocher de leur modèle qui s'appelle VPTCS. Donc, c'est pour visibilité, perception, technique, contenu et service. Et donc, chaque règle va se raccrocher à une ou plusieurs thématiques et donc vous permettre de mieux comprendre l'impact qu'on a tous sur la qualité des sites produits. Pour illustrer le propos, donc 240 règles pour HopeQuest, 127 qui sont taguées accessibilité, donc un peu plus de la moitié. Sur le référencement naturel, on est à 37, donc moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que 60% de ces règles sont communes avec l'accessibilité. Donc quand vous commencez déjà à avancer sur comprendre et appliquer l'accessibilité, vous faites aussi déjà le parcours aussi pour le référencement naturel. Ça simplifie. Et donc, au final, si on regarde bien, faire de la qualité, c'est déjà faire une première phase d'accessibilité, certes qui ne va pas être à 100%, mais qui va déjà permettre de fournir déjà une bonne base pour que nos sites soient accessibles et donc plus utilisables. Et le plus important, c'est que la qualité, elle va encore plus loin et elle touche encore plus de sujets. Et donc, pour finir cette conférence, on s'arrête sur cette citation de Tim Berners-Lee au moment où il a créé le web. Il a dit « Le web est une invention qui est plus sociale que technologique ». Il faut revenir un peu aux origines de pourquoi on fait tout ça, pourquoi on fait attention à l'accessibilité. C'est qu'à l'origine, le web, c'est quand même mettre à disposition de tout utilisateur du contenu, l'information, de la connaissance, des services. Et que maintenant, c'est à nous aussi de rendre ça accessible pour tout utilisateur, mais aussi pour nous-mêmes, pour plus tard. Merci de nous avoir écoutés. On vous a mis 2 QR codes, un pour nos slides et un pour l'open feedback. Et merci.